Alors, on a eu nos 4 grands conférenciers. Et maintenant, je vais me tourner vers les experts pour avoir leurs réactions, commentaires ou questions. Et on va commencer avec Madame Bourgeois, qui est vice-présidente investissement et vice-présidente Québec, Enertech Capital. Madame Bourgeois. Bonjour à tous. Ça fonctionne? Alors, merci d'être présent aujourd'hui. En fait, moi, j'aurais quelques commentaires à faire et quelques questions par rapport à ce qu'ont dit nos conférenciers. La première chose, c'est qu'on parle beaucoup d'international. On parle de l'ouverture à l'étranger. Moi, je pense que, vous l'avez dit, le marché du Québec, un marché de 8 millions d'habitants. Séoul, c'est un marché plus grand que le Québec au complet. On n'a pas de marché ici. La ville de São Paulo, 24 millions d'habitants. En fait, la province de São Paulo au Brésil est une province qui est plus grande que le marché du Canada au complet. Lorsque nous, on investit, je travaille pour un fonds de capital de risque qui s'appelle Enertech Capital, qui investit depuis 18 ans dans les entreprises technologiques. On cherche des entreprises qui deviennent des leaders mondiaux. Alors, pour nous, c'est extrêmement important d'avoir une présence internationale. Je me demandais si vous aviez d'autres idées, en fait, comment lier la commercialisation, comment lier le côté commercial de l'exportation de ces entreprises-là. Je vais me permettre, je vais aller très rapidement, sans revenir sur ce que j'ai eu l'occasion de mentionner. Écoutez, je pense qu'il est important que l'ensemble des Québécois, mais notamment la prochaine génération, s'ouvre sur des bases culturelles, géographiques, linguistiques. Je pense qu'on va y arriver si la prochaine génération est capable de concevoir que le monde entier est notre cours arrière, qu'on est capable de le faire dans au moins 3 ou 4 langues, et on est terriblement bien placé pour le faire comme société, et que, essentiellement, tout ça peut nous appartenir. Moi, je fais une distinction majeure entre exportation et globalisation. Ce n'est pas la même chose. Le principe d'exportation est parfait, mais ne s'applique pas toujours. Au risque de revenir sur cet exemple-là, si je prends une entreprise comme Amazon, Amazon n'est pas une entreprise exportatrice, pourtant elle est également maintenant dans le domaine de la fabrication. C'est une entreprise qui est carrément globale. C'est une distinction qui est importante. Étant donné qu'on parle du rôle de l'État aussi pendant le forum, je dirais que pour internationaliser nos entreprises, les accords commerciaux sont très importants. On sait ce que l'ALENA a fait pour le Québec. Je pense que l'accord commercial avec l'Europe est un facteur très positif. Il y a une corrélation parfaite entre faire plus de business avec des pays étrangers, exporter davantage puis avoir des accords commerciaux. Et il y en a un en négociation avec la Corée du Sud, qui est un partenaire significatif. C'est un des 10 principaux partenaires du Québec. Mais on a beaucoup d'accords commerciaux avec des partenaires non significatifs. Je ne sais pas quelle était la logique à une époque de faire des accords commerciaux avec finalement des pays avec qui on n'a presque pas de commerce. Mais là, je pense que la prochaine vague, c'est la Chine. Et compte tenu que le Québec a été le fer de lance de l'accord avec l'Europe, même a devancé presque le fédéral, parce que vous savez, c'est de compétence fédérale, mais le Québec a joué un rôle capital. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un accord avec la Chine? Et la Chine qui n'a qu'un seul accord commercial en passant avec la Nouvelle-Zélande. On pourrait être la deuxième juridiction, deuxième pays, le Canada, avec un accord, avec l'aide du Québec, puisque paraît-il qu'il y a une certaine famille au Québec qui peut avoir un rendez-vous avec le président de la Chine plus facilement que M. Obama. Alors, je pense que le Québec pourrait encore jouer un rôle très important dans un accord commercial avec la Chine. Merci. Je vais me tourner, si vous me le permettez, je vais me tourner vers Mme Larose, qui est présidente directrice générale d'Aligo Innovation. Bonjour. Oups, est-ce que ça fonctionne? Donc, bonjour, je vous remercie de l'invitation et de cette opportunité de pouvoir participer à ce forum. Il y a eu beaucoup En fait, je vais y aller d'abord avec un commentaire, puis je vais adresser ensuite peut-être une question.
En fait, comme commentaire, on a parlé beaucoup du défi du marketing, du défi d'avoir une capacité d'aller à l'international. On a parlé, Jim a parlé aussi de plusieurs cas, mentionné plusieurs cas d'innovation très percutantes. On parle des Google et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ces inventions, ces innovations originent au départ de recherches largement financées par le domaine public. Et puis, je pense que le rôle de l'État, au départ, en amont dans le processus de l'innovation, qui sont les idées, qui sont les inventions, est important et critique. C'est important d'avoir un bon support à ce niveau-là. C'est important aussi d'avoir un bon support pour transformer ces concepts, ces inventions-là, en innovation. Donc, je suis un peu plus en amont de mes collègues ici, mais c'est important d'avoir un processus qui est efficace. Je pense que le Québec s'est doté de sociétés de valorisation. Je prêche pour ma paroisse, mais les sociétés de valorisation au Québec, le Québec est petit. C'est important de regrouper les efforts de valorisation et de transfert technologique. Le Québec, donc, a 3 sociétés de valorisation qui jouent de courroies de transmission, finalement, qui permettent de prendre des inventions, des idées universitaires, de les protéger adéquatement, de les packager, si on veut, pour intéresser des partenaires industriels, des partenaires financiers, puis permettre à ces inventions-là de devenir des innovations. Comme ça a bien été expliqué hier, une invention seule, tant qu'il n'y a pas une preuve de concept, tant qu'il n'y a pas un produit, tant qu'il n'y a pas un besoin, ça demeure intéressant, ça demeure une découverte. Pour que l'invention devienne, ne reste pas une découverte, mais devienne une innovation, donc il faut faire ce pas-là. Donc, en termes de support du gouvernement, c'est important de bien supporter ce qui est en amont d'un point de vue financier, d'un point de vue de capital, au niveau des ressources. On parlait de développer la main-d'œuvre. C'est absolument nécessaire d'avoir une main-d'œuvre, des chercheurs hautement qualifiés avec des moyens appropriés. C'est important aussi que les courroies de transmission soient également très bien supportées. Un des défis auxquels on fait face, on l'a dit hier, puis on le dit, c'est que des innovations, en fait, pour innover, il faut être audacieux, il y a du risque associé à ça, il y a un facteur de rapidité. C'est important d'être rapide, d'être capable de bouger rapidement et ne pas prendre du temps, sinon on se fait dépasser. On le dit, la compétitivité, elle est internationale, elle est mondiale. Il faut avoir une capacité, une agilité, une flexibilité. C'est critique dans le domaine de l'innovation. Un souhait, un souci, puis j'aimerais peut-être avoir le son de cloche des conférenciers par rapport à ça, c'est de voir comment on peut, à ces étapes-là, assez en amont, comment on pourrait favoriser les PME, les entreprises établies et même le gouvernement à adopter les innovations, à adopter au départ. Donc, il faut avoir cette capacité-là. Je pense que le Québec se distingue. On a une belle capacité d'invention, d'innovation ici. Il faut être capable d'oser, d'incorporer ces inventions, ces innovations-là dans nos processus. Il y a des risques associés à ça. Les PME sont un peu réfractaires à le faire parce que leur défi est beaucoup plus au niveau de la commercialisation, le marketing, que d'amener des nouvelles idées ou d'amener des nouvelles innovations. Bref, ma question, c'est de voir comment on peut favoriser. Puis je voulais vous entendre là-dessus, comment on peut permettre peut-être au gouvernement d'être un premier acheteur, peut-être d'invention, d'innovation, et comment on peut aider les PME et les entreprises ici et ailleurs, mais bon, à adopter ces nouvelles technologies. Alors, qui veut s'attaquer à cette question-là? Je partais pour m'attaquer à l'autre d'avant, mais je vais m'attaquer à celle-là. Oui. Juste rappeler qu'il y a un programme au fédéral qui faisait exactement ça, qui prend les entreprises, qui les amène à travers la machine fédérale. C'est un programme qui marche très, très bien. Il y a plusieurs des entreprises de Montréal, québécoises, etc., qui ont profité à ce genre de programme-là, que ce soit à travers le ministère de la Défense, que ce soit à travers Travaux-Canada, etc., etc. Le premier acheteur. Donc, ce serait intéressant de faire ce genre de programme-là, mais au niveau du Québec. Ça aiderait beaucoup la PME et la TTA. Puis je pense que c'est important. Juste faire un commentaire sur la question d'avant. Je dirais répondre à la défense des TTA. Un réseau aussi important, c'est intéressant, c'est les réseaux d'affaires. Vous savez, on n'a pas parlé d'accélérateurs, on a parlé des incubateurs, mais il y a aussi des réseaux d'affaires canadiens, aussi européens, mais qu'on peut s'échanger des services. Quand on a une très, très petite entreprise qui rentre dans un incubateur, qui rentre dans un accélérateur, puis qui est branchée avec d'autres réseaux internationaux, ça permet aussi d'ouvrir des marchés. Comme IBN, ils ont un réseau de plusieurs accélérateurs en Europe. On a Cabaye ici. Donc, on a des choses qu'on peut faire interréseau, ça permet
pour une petite entreprise qu'au bout de la ligne, n'oubliez pas, hein, c'est toujours une question d'argent, comment aller plus loin ensemble. Alors maintenant, je vais me tourner vers M. Roy, qui est le président directeur général de l'Institut national d'optique du Canada. Oui, merci. Écoutez, je pense que d'abord, je dois féliciter M. Garneau pour la complémentarité des conférenciers qui sont ici. On parle des vraies affaires, je dirais. Et... Parce que le Québec est une petite nation en termes de population. Le Canada l'est également. Je pense que je lisais à quelque part, M. Jacques Déault disait qu'on est dans... Quand on fait le recensement, le Canada est dans la marge d'erreur de la population de la Chine. Alors, et pour répondre à la question, en fait, au thème qui est qu'espérer de l'innovation à l'heure actuelle et comment la soutenir, évidemment, ça se pose... La réponse, elle va de soi. Il est clair qu'en termes de population, on ne peut pas, comme le mentionnait M. Nantel, espérer croître à l'intérieur même de notre propre population. Donc, il faut innover. Et hier, on a eu l'occasion, à travers une vidéo, de définir ce que c'est l'innovation. L'innovation, pour moi, c'est exactement lié, comme tu mentionnais, Louis, à la productivité, l'amélioration de la productivité. Et au Québec, on a un système éco-industriel qui est niché. C'est-à-dire que la majorité des entreprises, pour se positionner dans un marché mondial, doit cibler une niche et être le meilleur là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on fait pour permettre à ces entreprises-là de rayonner et de dominer? Parce que c'est la bonne façon. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'est pas capable de créer des Google ici, mais je vous parle actuellement, là, les clients de l'INO, les clients des centres de recherche appliquée, ce sont des entreprises qui sont petites, moyennes, ou comme tu le dis, Sabin, petites. Alors, je dirais qu'une des façons, c'est de miser sur nos forces. On a investi dans les dernières années dans des technologies qui sont maintenant essentielles pour rayonner. On a investi évidemment beaucoup dans le numérique, dans la microélectronique, qu'on pense à Beaumont. Je vais parler pour ma propre organisation. Dans l'optique photonique, l'optique photonique est presque née au Canada, grâce à l'Université Laval. Alors, on a investi là-dedans, et c'est toutes des sciences transversales. Là, je ne parle pas de la génomique, qui est aussi une science où le Québec et le Canada se positionnent. Il est clair qu'il faut, c'est M. De Waal qui disait, il faut faire de l'innovation ouverte. C'est-à-dire qu'il faut, outre ça, outre le fait qu'on a des forces, savoir bien les exploiter. Et pour bien savoir les exploiter, il faut d'abord se donner une vision qui arrime les différentes parties prenantes dans la chaîne d'innovation. Alors, c'est extrêmement important parce qu'ailleurs, ils l'ont fait. Et ils ont réussi à se donner des objectifs qui permettent de catalyser, comme vous le mentionniez, Anne-Marie, les inventions, de les transformer rapidement en innovation. Je vais parler de ce que je connais. Je vais vous donner deux exemples à l'INO. On supporte des entreprises qui sont moyennes et on crée des start-up. Un exemple récent d'une entreprise moyenne qui a 400 employés dans la région de Montmagny. Il y a un problème de qualité. Ils font des pièces pour le domaine automobile. Alors, il y a une fenêtre d'opportunité qui est très courte parce qu'ils ont une inspection de Toyota et ils doivent régler leurs problèmes. Alors, cette entreprise-là nous demande est-ce que vous avez une solution au problème que j'ai? Ça fait 4 ans que j'essaie de la trouver. Et en peu de temps, non seulement en associant les chercheurs de l'INO, mais on est voisins du CRIC, on est voisins d'FP Innovation, on est voisins de Corem. En se parlant, on réussit rapidement, dans le fond, là, c'est toi qui disais, c'est pas rocket science, c'était très facile. On a réussi dans 6 mois
de trouver la solution à cette entreprise-là. Et quand Toyota est allé faire son inspection, il a demandé au président, il dit « Comment vous avez fait ça? » Évidemment, sa réponse, « Pensez-vous que je vais vous le dire? » Et ce que ça a permis, ça représentait 25 de son chiffre d'affaires. Il était en train de le perdre aux mains des Coréens. Ce que ça a permis, dans le fond, la problématique, c'est qu'il rejetait 40 de ses pièces. Puis à la fin, il était capable de démontrer que chaque pièce qui était rejetée, parce qu'elle n'était pas bonne, puis chaque pièce qui passait, elle était bonne. Alors ça, c'est du côté des entreprises qui existent, donc des entreprises qui ont un certain niveau de maturité. Du côté des... Je vais donner un autre exemple, du côté des start-up, un exemple que je connais. Ça fait 6 ans qu'il y a un jeune entrepreneur qui bûche dans le domaine de la sécurité, je dirais, des passagers dans l'aéronautique. Et ils ont passé par différentes étapes, puis ils sont venus chercher une technologie de l'INO. Et ils ont démarré avec ça. Ils ont réussi à se trouver du financement. Mais aujourd'hui, cette entreprise-là, après avoir passé quelques fois sur le bord de la faillite, ont été nommés la meilleure entreprise en Europe, ont été nommés la meilleure entreprise qui est en mesure de juger des menaces qui passent dans vos bagages à main. Parce qu'ils ont été capables de monter un cas d'affaires où ils se sont servis des forces du Québec, numérique, l'optique photonique, nommez-en. Alors, ils se sont servis de ça pour se positionner. Ils avaient comme compétiteur Smith Detection, qui est le plus gros fabricant d'équipements en rayon X au monde. Et Smith Detection, c'est, après 4 ans de bataille, je vous dirais sévère, avec Optosécurité, a démissionné. Il dit, je ne peux pas aller plus vite que ces jeunes-là. La vélocité des petites entreprises, la vélocité des start-up, comme l'a mentionné M. Rousset, donne un avantage absolument incroyable au Québec. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Le message que je veux vous passer, puis c'est vraiment complémentaire avec ce que nos conférenciers ont dit, c'est qu'il faut définir comment est-ce qu'on travaille ensemble. Pas seulement au Québec, au Canada. Je dirais que c'est important que chaque maillon de la chaîne de l'invention à l'innovation, à l'entreprise qui crée de la richesse, ce ne sont que les entreprises qui créent de la richesse, alors qu'on puisse, de façon très ouverte, supporter les entreprises et faire avancer le Québec. Et quand je fais le lien avec le Canada, c'est évident qu'on est tellement petit qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'il faut se parler, qu'il faut arrimer les politiques d'innovation ensemble. Je parlais avec M. Holder récemment. Ils font le même constat que tout le monde. Tu l'as mentionné, Louis, là. Il y a une grande tendance à rapatrier certains éléments qui se manufacturaient ailleurs. Profitons de ça. Organisons-nous au Québec pour en profiter. C'est absolument essentiel. Et dans ce sens-là, servons-nous de nos forces. Moi, je viens de la Beauce. J'ai oublié de vous le dire. Là. Une seconde. Okay. Alors, je dis, l'entrepreneur est au cœur de nos préoccupations et il faut savoir le supporter. Oui, alors, comme vous l'avez dit, M. Roy, il faut se parler. D'ailleurs, les gens en ont profité ce matin pour faire un peu de réseautage. On a démarré avec plusieurs minutes de retard, vous le savez. Mais pour innover, il faut de la souplesse, il faut de l'agilité. On va finir à temps, à 10h30. Alors, on s'adapte. Alors, on a maintenant quelques temps pour les questions des gens ici, des participants. J'aimerais, il est 10h, écoutez, je vais vous dire ça là, de façon précise, 10h14. J'aimerais qu'on se garde 2-3 minutes à la fin pour avoir quelques points clés, là, des priorités pour le Québec de nos experts. Préparez-vous parce qu'on va avoir juste quelques minutes. Donc, premier arrivé, premier servi. Vous nous dites, et puis on arrête à 10h30 pile. Alors, des questions, il y a des micros. Alors, vous commencez, Martin? Merci. Ma question va s'adresser à M. Nantel. Mais d'abord, merci à M. Garneau. Effectivement, il y a une complémentarité et je retiens quelques points. Sabin Boily, investir en innovation en période d'austérité, grosse question
provinciale, nationale, internationale. Monsieur Duhamel, vous répétez augmenter l'aide directe du gouvernement. On se pose la question, vous voyez circuler le sondage en haut. Il y a moi, je suis dans l'innovation depuis 30 ans, Innovatech, Biocapital, Génome Canada et d'autres. Il y a une chose où on a été faible. Et M. Nantel, vous l'avez très bien soulevé. On est très créatif. J'entends souvent innover, découvrir au Québec, mais développer ailleurs. On a financé, j'ai mentionné des sociétés de capital de risque, on a des programmes pour le faire, mais où on a été faible depuis des années, c'est de justifier auprès des décideurs publics pourquoi investir en innovation et comment le faire, et vos commentaires sur le marketing, la valorisation comme telle, auprès de monsieur, madame Tremblay ou Lac-Saint-Jean. On a investi des milliards de dollars en innovation, mais on a oublié de leur dire qu'on était bon. Et une des meilleures entreprises qui l'a fait, c'est Mont-Bombardier. Ouais. Les 400 fromages du Québec, le lait. Mais dans bien des secteurs qu'on a vus tantôt, là, on a oublié de faire le marketing. Commentaire. Bien, je ne peux être que d'accord, forcément. Vous amenez de l'eau à mon moulin. Mais je vous dirais que sur ça, je rajouterais également une autre composante qui est, et je m'excuse de revenir là-dessus, qui est souvent le peu de temps qu'on consacre à comprendre la structure des marchés, notamment internationaux. C'est clair que j'entendais cette idée que je trouve intéressante de dire peut-être qu'une innovation, un gouvernement devrait être le premier à l'adopter. C'est vrai en principe, mais pour beaucoup d'innovations, le coût de l'adopter, si on se restreint au Québec, va être énorme pour n'importe quel gouvernement, parce que le marché est beaucoup trop petit. Donc, il faut penser dès le départ. Et la valeur ajoutée, elle est là. Il y a combien de millions de personnes dans le monde qui sont intéressées à mon produit? Au moment où on se parle, ce genre d'études-là, ça se fait de manière relativement simple. Puis ensuite, savoir comment pénétrer ces marchés-là. C'est des habiletés que l'on a, mais qui arrivent malheureusement toujours en troisième place. Alors, pour permettre à plus de gens de participer, on va passer à la prochaine question. Alors, je me tourne de ce côté-là à ma gauche, qui est à votre droite. Voilà. Peter White de Knowlton. Question pour M. Duhamel. Vous avez souligné l'importance du secteur manufacturier dans tous les pays, dans toutes les provinces. Je vous cite un cas d'espèce, c'est le cas de Tremcar, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, champion québécois dans toute l'Amérique du Nord, meneur dans les camions-citernes. C'est quoi leur plus grand défi? C'est trouver des soudeurs. Ce n'est pas seulement des soudeurs qualifiés. Ils sont prêts à former les soudeurs, ça prend 3 mois. Mais des gens qui veulent être des soudeurs. C'est une belle carrière avec de très bons salaires. Ils ne peuvent pas en trouver. Par contre, dans leur usine à Toronto, aucun problème. Beaucoup de soudeurs, d'où viennent-ils? Ce sont les immigrants des pays d'Asie du Sud, partout. Ils sont prêts à travailler, ils viennent tous les jours au travail, aucun problème. Alors, comment on peut résoudre ce problème-là de l'image? Tous les jeunes veulent être dans le logiciel, dans le high-tech. Personne ne veut être soudeur, mais il faut garder ces entreprises-là au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Il est juste de dire que le secteur manufacturier a été dévalorisé dans sa perception au fil des ans. Moi, je dis toujours que le secteur manufacturier a tout ce que les jeunes aiment, de partir d'une idée et de concevoir un produit à partir d'une idée, la créativité, le côté international du secteur. Il y a un disconnect qui a eu lieu avec la jeunesse, je ne sais pas exactement quand, mais je pense qu'il faut rétablir les ponts rapidement parce qu'un secteur qui n'a pas de relève, c'est un secteur qui n'a pas d'avenir. Il faut absolument agir là-dessus. Je pense que le côté de la formation technique, je sais que le Dr. Bolduc est dans la salle, il faut regarder ça de plus près. L'image est un peu poussiéreuse et il faut revaloriser le secteur, faire la promotion de nos succès. On a des entreprises extraordinaires. Je le répète toujours, on a construit le Yankee Stadium, c'est pas rien, ça, le stade mythique des États-Unis, béton du lac, puis groupe Can-Am, des matériaux de pointe. On équipe toute la flotte de la US Navy actuellement avec des valves vélants sur les 7 mers. C'est extraordinaire, le secteur manufacturier. Lumenpulse éclaire le Soldier Field à Chicago pour les amateurs de NFL, puis éclaire la plus haute tour de Londres. Il y en a des exemples comme ça, il y en a à la tonne.
Et ça, je ne comprends pas qu'un jeune ne s'intéresserait pas à ça. Alors, il y a un petit peu de communication, de relations publiques à faire parce que l'image du secteur, la perception ne correspond pas du tout à ce qu'est le secteur manufacturier. Et les pénuries de main-d'œuvre dont vous avez parlé, ce n'est pas juste ici. Il y en a un peu partout. Et c'est le grand paradoxe d'avoir perdu tant d'emplois et d'avoir en parallèle des pénuries de main-d'œuvre dans des postes spécifiques, dans toutes les régions, dans tous les sous-secteurs. Et ça limite la croissance de notre secteur manufacturier. Il faut vite s'attaquer à ça. Requalification doit être une des solutions aussi, mais la formation en entreprise, et il faut rapidement faire de la formation en entreprise aussi. Merci. Alors, on passe à une prochaine question ici. Sous les applaudissements de la salle, on va passer à une prochaine question. Monsieur, allez-y. Merci, Mme Fortier. Moi, je suis Serge Grégoire de la région des Laurentides. Ma question s'adresse également à M. Duhamel et le rôle de l'État. Vous souhaiteriez, si j'ai bien compris, voir le gouvernement faire plus d'investissements directs ou de subventions directes, d'aides directes aux compagnies manufacturières. Ces enveloppes-là sont, vous le savez, pas illimitées, spécialement dans ce contexte-ci. Est-ce que vous demandez en clair que le gouvernement fasse des choix, choisisse qui va en avoir et qui n'en aura pas? Comment vous voyez ça? Quel conseil auriez-vous à donner au ministre Daou là, pour encadrer ça? Une bonne chose à savoir sur l'aide aux entreprises, c'est que le Québec se positionne proportionnellement à la taille de son économie à peu près dans le milieu. Si on regarde là, les 50 États américains puis les provinces canadiennes, on regarde tout ça, il faut savoir qu'on est à peu près dans le milieu. Je pense qu'on est 26e d'après ce que Deloitte on a regardé par rapport à d'autres États. Donc, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers, on est dans le milieu. Ça, c'est une bonne donne à savoir en partant dans votre réflexion, à savoir, on en donne-tu trop, on n'en donne pas assez. Et tout le monde le fait. Alors, quand tout le monde le fait, est-ce que nos entreprises peuvent se battre contre Mme Merkel directement, contre M. Obama? Il faut se battre à armes égales aussi. Alors, je pense que l'aide aux entreprises, elle est nécessaire. Maintenant, les enveloppes ne sont pas illimitées, mais je pense qu'on peut faire une aide intelligente. Je pense qu'il faut avoir des stratégies. Puis oui, je pense qu'on est un peu condamné à faire de l'aide ciblée parce que de l'aide universelle anonyme, comme on a eu, ce n'est pas toujours les bonnes entreprises qui en profitent et on n'a pas de contrôle sur les résultats tellement. C'est difficile à mesurer, puis ça finit par coûter cher. Donc, je disais que moi, je n'ai rien contre les crédits d'impôt. Je dis que c'est une des mesures dans le coffre d'outils du gouvernement, puis il y en a beaucoup d'autres. Donc, l'aide à l'investissement, je pense que le terrain est propice. Dans les années 2000, il y avait de l'aide à l'investissement et les entreprises ne la prenaient même pas, tellement qu'ils étaient un peu déprimés, les manufacturiers, ils ne voulaient pas réinvestir. Là, on est parti d'une bonne tangente. Je pense que les conditions sont fertiles. On a des opportunités comme on n'a jamais eu, la réindustrialisation de l'Amérique, s'en aller dans les chaînes d'approvisionnement de la centaine de grandes entreprises américaines qui sont revenues en sol américain. L'Europe se réindustrialise et va mieux aussi. On a un accord avec l'Europe. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors, je pense qu'actuellement, le terrain est fertile et il faut faire une aide correcte dans les bonnes proportions. Et oui, je pense qu'il va falloir faire des choix parce que, comme un banquier, M. Daou est un ancien banquier, il sait trop bien que quand on aide une entreprise, on regarde le management, on regarde son plan d'affaires. Est-ce que l'entreprise, on pense qu'elle s'en va quelque part? Un peu comme une logique de financier. L'État, c'est de l'argent pareil, hein? De dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je pense que mes risques sont bien... puis je donne toujours l'exemple. Une dernière, la première gazelle du Québec, ça a été Bombardier. Est-ce que quelqu'un se monte aux barricades parce qu'on a donné un contrat gré à gré qui les a propulsés dans le matériel de transport? Est-ce que quelqu'un monte aux barricades parce qu'ils ont eu une cession d'actifs de très peu cher du gouvernement fédéral pour entrer dans l'aéronautique? Et il y avait un bon management. Les gouvernements ont vu qu'il y avait un bon joueur et maintenant, premier manufacturier au Canada, troisième mondial, ici même au Québec. On est-tu content? Alors, je pense que de l'aide correcte de l'État, c'est une bonne chose. Alors, on a très peu de temps. Alors, je vous encourage à avoir des questions rapides et des réponses rapides. Allez-y. Bonjour. C'est un concours, hein? Oui. Reda Bensouda de la région de l'Outaouais. Alors, ma question ne s'adresse pas nécessairement à une personne en particulier.
Alors, on sait que la population, une des forces du Québec, et la population immigrante, la diversité qui continue à croître, comme l'a mentionné M. Couillard hier. Alors, ma question, c'est de savoir quel est le rôle que peut jouer la population immigrante au Québec vers des PME plus globales et plus innovantes. Si je peux me permettre, développement de réseau. Le développement de réseau, c'est probablement une des plus grandes forces que l'on a. C'est stupéfiant de voir, lorsqu'on parle notamment des États-Unis, qu'encore aujourd'hui, moins de 60 des Américains, et c'est la même proportion si vous prenez le Sénat et la Chambre des représentants, ont un passeport. Vous vous rendez compte? OK. Monsieur. Oui, bonjour. Félicitations pour les conférenciers. Vous êtes vraiment génial, vous êtes intéressant. Ma question est la suivante. La question s'adresse à M. Nantel. M. Boily, vous avez parlé là, de la vision large des marchés qu'on convoite, la mondialisation et tout ça. Quand on est un organisme de service, de proximité, qui s'adresse à une population, disons-le, ma troupe de théâtre, on s'adresse à une population aveugle. Comment fait-on pour élargir son marché quand le marché qui est ciblé est vraiment un marché de proximité? Bien, je m'excuse, j'allais le dire, il y a des non-voyants partout, là, oui. Par définition. Moi, je pense qu'une bonne idée n'est pas juste bonne au Québec, elle peut être bonne partout. C'est vraiment ce concept-là que j'essaie de transmettre aujourd'hui. Voyez-vous, trop souvent, on part d'une idée, puis on focalise sur le développement de cette idée, ce qui est très, très, très bon. Moi, dans mon métier, on fait toujours l'inverse. On part d'un marché, puis ensuite, on développe le concept. Vous avez développé votre concept, le marché existe ailleurs. Merci. Merci. Bonjour, Sonny Cormier des Îles-de-la-Madeleine. Donc, depuis hier, on entend que les jeunes adoptent instinctivement l'innovation. Les plus vieux, les banquiers et les gouvernements, c'est beaucoup plus difficile. On voit aussi que la centralisation est un ennemi de l'innovation. C'est ce qu'on nous a dit hier, où on dit que ça prend de la souplesse pour l'innovation. Dans le contexte actuel de scandales et d'allégations de toutes sortes, on réagit par de la surréglementation et de la reddition de comptes. À des problèmes financiers, on réagit par de la centralisation. Et ce que je vois, ce que j'entends, on a le premier ministre et les ministres importants dans la salle. Dans le processus actuel, mon nez me dit qu'on va travailler un peu dans ce sens-là aussi, en centralisation et en reddition de comptes. Donc, il m'apparaît qu'on travaille, on rend nos fonctionnaires qui pourraient être des amis de l'innovation, qui pourraient aider les entreprises, deviennent beaucoup plus des checkers de liste puis des agents de reddition de comptes. Donc, je pense qu'on perd, je le vois en région, on le voit de plus en plus, c'est ça, on perd une capacité d'innovation. L'État pourrait être un soutien à l'innovation en région particulièrement. Donc, ma question, elle est à tout le monde et d'aller large. Dans le processus actuel de redressement des finances publiques, quel conseil ou quel avertissement donneriez-vous au gouvernement du Québec pour éviter que le gouvernement soit un gouvernement de l'ancien temps, donc qui freine et qui devienne un gouvernement moderne, qui devienne un gouvernement moderne et aide les entreprises à innover? Parce que le gouvernement, dans une province comme le Québec, peut être un agent très important d'innovation. I'm going to answer three different questions with your question. The key thing is for governments to do something well. That's it. And it may not be the same. The government of Nebraska and the government of California are not the same. The government of Quebec and the government of Switzerland are not the same. And so what we constantly get into trouble, especially when we're talking in the English language, about thinking that there's a kind of theory of the state, you know, the Americans and states and markets. Switzerland has a very different capital market. So I can start up a company alimentaire in Switzerland with the help of Nestlé's and the banks and so on, in a way that I could not do in Finland because there's no Nestlé's in Finland. So right off, we're dealing with very different things, so we have to look at what we do well. You know, one of the examples I left out of my text, and I think it's a really, that I regretted leaving out of a text. If you look at the Center of Disease Control in Atlanta, which is actually one of the most important innovative centers in the world right now, just because of what's going on in the world, and you know, I think of the medical sciences and medical innovations that Monsieur Couillard knows way better than I do. You know, that these are opportunities because somebody decided 20 years ago to do something well.
And the something was the Center of Disease Control. So Emory University Medical School becomes the center for research in vaccines on Ebola. Pharmaceutical companies will go to Atlanta. Jobs will be created. And that's the answer to the question, Monsieur Tremblay, on Lac Saint-Jean. You know, jobs will be created for your children and your grandchildren because of somebody doing something right well 20 years ago. There will be thousands of jobs in Georgia resulting from the Center of Disease Control. And that's the kind of thing, and I really believe that Montreal and Quebec, Ville de Quebec, are in a position to be able to choose to do certain things well. You know, whether it's hydrologie en Chine, which is a $1 trillion industry, you know, to figure out how to do water engineering in China. We're talking a $1 trillion industry here. So, you know, those are kinds of things, $1 trillion, not in a year, by the way, just amortized over a few years, you know, $1 trillion over the young people in the room's lifetime. You know, but we're talking about being able to do, is doing things well. And governments do things well. Center of Disease Control didn't come about because of some crazy eccentric billionaire. You know, and it came about as a result of governments doing some things very well. NASA and Houston, and on it goes. OK, merci. Alors, on passe à une prochaine question, rapidement. I'll try to be brief. Louise Hull, Région de Montréal. I'll continue in English if you permit. I'm trying to get the takeaways, and from what I understand, governments can do things well. What we can get from innovation today are great opportunities. And there is one word that struck me as I heard all of you speaking, and it's the word glocal, because you're thinking to think globally and act locally, as well as the word community, because without a sustainable community, all our global thinking may not get to where we want to get, and I was wondering what your thoughts on that was. Alors, pendant que vous pensez, là, on a 2 personnes encore qui veulent poser des questions. On nous a alloué 5 minutes de plus. Alors, si on est tous agiles, on va pouvoir donner la chance à tout le monde de participer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question-là? Peut-être que, oui, je peux m'essayer. En fait, c'est intéressant. Effectivement, je pense que ça a été largement dit. Il ne faut pas être local, il faut avoir une vision internationale, il faut aller où sont les marchés. Quand je parlais tantôt de peut-être adopter des technologies ici, en fait, il faut que ça soit adopté en quelque part. Il faut faire une première étape dans un cas où on est très en amont pour faire des preuves de concept et maturer ou démontrer finalement la pertinence d'une technologie et des étapes à franchir en amont. Mais je suis absolument d'accord que pour qu'on puisse atteindre, que le Québec devienne une société pleinement innovante, il faut absolument être capable d'atteindre tous les marchés et puis d'avoir des programmes qui tiennent compte de ça. Je pense que le Québec, avec ses centres, avec ses programmes où il y a des gens dans les maisons du Québec un peu partout, contribue largement à délocaliser finalement les ressources ou les innovations en aidant à rentrer dans des marchés. Et c'est une belle initiative. C'est ce type d'initiative, je pense qu'il faut encourager. Alors, on passe à l'avant-dernière question. Oui, bonjour, mon nom est Gilles Duruflet. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans le domaine du capital de risque et je suis aussi président du Public Policy Forum on Venture Capital and Innovation, qui est une plateforme internationale pour partager les expériences de politique publique pour soutenir l'écosystème et qui se réunit chaque année à Québec. Plusieurs l'ont dit, pour arriver à faire démarrer de nouvelles entreprises technologiques, il y a essentiellement trois facteurs. Il y a la découverte technologique proprement dit, il y a le financement, souvent fait par du capital de risque, et il y a la dimension entrepreneuriale qui, depuis le début, doit être globale, comme l'expliquait Jacques Nantel. On a souvent parlé des forces du Québec dans le domaine de la recherche. Dans le domaine du financement, ça fait 10 ans qu'au Québec, on a travaillé pour renouveler le tissu de capital de risque et d'en faire des fonds plus spécialisés, plus internationaux, pour attirer ici aussi des fonds étrangers. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous avez parlé de l'importance d'être global dès le début. Par exemple, aussi envoyer les étudiants à l'étranger, ça donne cette dimension. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que ces capacités de marketing, ces capacités d'aller se relier directement au marché, on les lie correctement à la dimension entrepreneuriale.
Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, suite à tout l'effort des accélérateurs qui avaient été lancés par Y Combinator Techstars, on a vu un certain nombre d'universités être capables d'importer ce modèle à l'intérieur des universités et faire se connecter ce divers types de compétences au sein des universités. Il y a eu Creative Disruption Lab à Toronto, il y a le Ryerson, il y a beaucoup de choses qui se font aux États-Unis. On voit moins de choses au Québec. Le dernier budget parle de ce qui se fait à Sherbrooke, mais je ne sais pas, Jacques, comment est-ce que vous voyez ce qui se fait et ce qui pourrait se faire dans les universités au Québec pour précisément harnacher ces divers types de compétences et stimuler l'entrepreneuriat technologique? Les structures auxquelles vous faisiez référence sont essentielles. Il y a des exemples qu'on peut importer, notamment celles que vous avez mentionnées en Ontario, aux États-Unis. Mais il y a une dimension qui est beaucoup plus fondamentale. Ça peut sembler très simpliste ce que je veux dire, mais pourtant, la base est là. Ça fait, comme je viens à dire, ça fait 35 ans que moi, ma clientèle a 19 ans. Donc, je les ai vus, là. Je t'avais d'enseigner à des petits-enfants de mes premiers étudiants. Et encore aujourd'hui, la majorité des étudiants et des étudiantes à qui on enseigne, pas tous, mais la majorité, ont encore une vision très, très locale. Je ne souscris plus même à cet aphorisme de dire think global, act local. You have to think global and to act global as well. Les deux vont de pair. Vous savez, à un moment, et je vais être très, très, très bref, mais beaucoup d'institutions ont eu ce genre de raisonnement-là. Au moment où on se dit, bon, nous, on a un campus à Montréal, peut-être est-ce qu'on devrait délocaliser à Laval parce que les étudiants n'aiment pas traverser le pont le matin? Come on! Je veux dire, moi, mon but, c'est pas d'amener un étudiant de Laval plus rapidement, c'est d'envoyer un étudiant de Laval à Taïwan. C'est des façons très différentes de penser. Et ça doit venir très, très, très rapidement. À 8 millions d'habitants, on n'a pas le choix de penser autrement. On ne peut pas, ça serait une erreur de penser autrement. D'accord. Alors, la dernière question, monsieur. C'est une question-commentaire. Je vais poursuivre sur les derniers propos de M. Nantel. On parle d'ouverture au monde, et moi, je viens du monde de l'éducation, et Hébert Dufour de Québec, et oui. Et je parlerai en amont, ça va faire drôle que je fasse la conclusion. On oublie les écoles dans tout ça. On parle de formation technique, on parle de formation plus spécifique, et j'ai aimé entendre tout à l'heure formation dans les manufactures, dans les usines, etc. On oublie que les écoles existent. Est-ce que les écoles font bien leur travail? Est-ce qu'on ouvre les esprits des jeunes? On parlait hier de cela. Je pense qu'on est pas mal des éteignoirs, et surtout quand on augmente secondaire, collégial et tout. On pense à former des gens à faire des métiers. On ne pense pas à former des gens à avoir l'esprit ouvert. Et c'était, à l'époque, ça existait. On a eu des changements de programme. Et je pense que le gouvernement devrait favoriser un climat, que le climat d'innovation existe dans la population. Il faut que ce climat existe dans nos écoles, et je parle du secondaire, collégial, etc. Donc, tout à l'heure, on parlait de qualité et non pas de quantité. La quantité de Québécois est faible. Est-ce qu'on a la qualité dans notre enseignement qui va nous amener vers le futur? Je m'interroge grandement actuellement parce que, et je finirai sur une phrase de Jacquard. Une école ne doit pas être là pour former des chairs à économie, par rapport à chair à canon, mais à former des gens à esprit ouvert. D'accord. Alors, qui veut avoir la chance d'avoir les derniers mots? Il n'y a personne. Un mot, agilité. Il ne faut pas perdre notre agilité. D'accord. Alors, moi, je termine en vous invitant tous à un applaudissement très mérité de notre panel.